Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100% mental. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est demandé avec certains de mes clients, qu'on lit à droite à gauche, qui est un peu la zone mystérieuse que tout le monde essaye d'atteindre, le fameux flow, la fameuse zone dans laquelle la performance est inégalée. Et bien justement, on va voir ça en détail, on va voir ensemble déjà ce qu'est le flow, ça c'est très très important. Et ensuite, comme par habitude, l'idée c'est pas juste de faire de la théorie, mais on va faire un peu de pratique, vous donner quelques clés pour essayer d'atteindre ce flow le plus efficacement possible pour vous dans votre quotidien. Donc déjà, la première chose, c'est quoi le flow? En fait, le flow, si on regarde à droite à gauche, on écoute ce que les sportifs peuvent nous donner comme indication, les recherches qui ont été faites, etc. C'est Rafael Nadal parle d'un instant où il ne pense plus. Je trouve ça assez intéressant. Et l'idée, c'est de vous imaginer dans un tournoi, une compétition, un match plus précisément, une finale, phase finale, qu'importe, un match. Où, bizarrement, à ce moment-là, vous êtes dans une bulle, dans une telle confiance que vous ne pensez à plus rien et que votre corps sait ce qu'il y a à faire. Pas que vous n'êtes plus en contrôle, ou c'est le corps qui est en pilotage automatique, comme on pouvait avoir sur l'épisode de la Dark Zone. C'est pas ça. C'est pas je suis tellement dans le gouffre que le corps prend le dessus. Non, il y a ce côté anticipation et ce côté confiance où je sais ce que je vais faire. Je sais que bizarrement, j'arrive à anticiper. Je sais où je dois aller, ce que je dois faire. C'est vivre un moment de grâce quelque part. Donc, pour aller un peu plus loin, il y a un psychologue hongrois, je vais juste donner son prénom et son nom de famille, je le mettrai dans le descriptif parce que pour moi, et je suis désolé, il est imprononçable et je ne veux pas l'écorcher. Donc c'est Mihaly, M-I-H-A-L-Y, je le mettrai dans la description. Donc un psychologue hongrois du prénom Mihaly a fait des recherches et a essayé de mettre des mots dessus. Et il définit ça par les athlètes qui deviennent une extension du jeu, qui deviennent une prolongation du jeu, de l'action, de la phase. Je trouve ça génial. En fait, alors, quand on dit une extension du jeu, c'est pas très très parlant, donc on va essayer d'aller un peu plus dans le détail. En neurosciences, pardon, ils disent que c'est le moment où le cerveau est à la fois calme et hyper concentré. Donc voilà, on rentre un peu plus dans le détail. C'est que le cerveau, c'est pas quelqu'un, c'est le cerveau, donc une extension de quelqu'un qui est calme, sain, serein plutôt, zen. Voilà, c'est le terme que je cherchais, et forcément hyper concentré. Donc qu'est-ce que ça donne d'une manière très 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 concrète? C'est que au tennis, par exemple, il y a eu à l'heure où je vous enregistre ce podcast, c'était Roland Garros il y a quelques semaines et on va bientôt approcher Wimbledon. Donc c'est le tennisman ou tenniswoman qui arrive à anticiper les coups, qui sait où le coup va arriver avant même qu'il soit donné par l'adversaire. Ça peut être aussi un gymnaste qui arrive à enchaîner ses chorégraphies sans penser à qu'est-ce que je dois faire maintenant. C'est fluide, c'est naturel. La chorégraphie est connue sur le bout des doigts, elle est intégrée physiquement, et ça on va le voir encore un peu plus loin. Et au basket, Jordan dans le bouquin et je crois qu'il en parle aussi dans le documentaire sur Netflix, il expliquait que ça lui arrivait très très rarement. Pourtant un Jordan qui est ultra compétiteur, ça lui arrivait très très rarement, je crois qu'il en parle de une ou deux fois, où il
il voyait le terrain au ralenti, en slow motion, où il arrivait à avoir une vision panoramique de tout. Il arrivait à anticiper où ses coéquipiers allaient et il anticipait également où les adversaires, où est-ce qu'ils allaient aller. Comme ça, il savait où est-ce qu'il pouvait faire la passe tout de suite. Et cet état, il le dit, enfin, il en parle très, très, très rarement. Ça montre que atteindre ce niveau de flow est quand même très, très rare. Moi, je trouve que c'est l'inconvénient du flow, c'est que c'est une quête que tout le monde va atteindre. Alors, c'est bien de se donner des objectifs, c'est cool, c'est très important. Euh, mais c'est quelque chose qui est très rarement vécu. Alors je dis pas que les champions, j'en sais rien. Je pense qu'on le vit une ou deux fois, comment dire, à sa jeune, dans quelle que soit sa carrière, amateur, professionnel. À mon humble expérience, mon humble vie et expérience de joueur de rugby, j'ai le souvenir de l'avoir, je pense, vécu une seule fois. Et j'arrive à me détailler à me détailler l'action en m'en rappelant, je peux fermer les yeux et je ressens tout. Je revois toute l'action du début jusqu'à la fin dans les moindres détails. Je ressens la chaleur, je ressens le public, je ressens beaucoup de choses. Et effectivement, c'était une action où euh, en fait, j'étais intouchable et malgré toutes les difficultés pour arriver au bout de cette action, et ben, en fait, tout était simple, tout était parfait. Il n'y a pas de réflexion, c'est l'instinct qui a parlé. Donc quelque part, le flow, c'est peut-être ça aussi, c'est l'instinct, l'intuition qui prend le dessus et presque nous, en tant que sportifs, on devient spectateur de ça. C'est assez bizarre. Alors ça se trouve, c'est pas du tout le flow. J'étais à 10% du flow, j'en ai aucune idée. Mais dans les souvenirs que j'ai, c'était de faire une action au rugby et de ne pas réfléchir. Effectivement, de ne pas réfléchir de qu'est-ce que je dois faire, etc. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait. Je me suis appuyé avec du recul et en réobservant la scène à la troisième personne. Oui, c'était quelque chose de comment dire possible. Je vais pas dire simple, mais possible parce que c'est s'appuyer sur ses propres qualités, pas faire plus, pas faire moins, mais simplement sur ses propres qualités et jouer sans se dire quelle va être la conséquence. C'est juste jouer. Et puis on voit ce que ça donne. Même pas se dire on voit ce que ça donne, c'est juste jouer. Euh, c'est comme ça que moi je le définirais avec mes mots pour, je pense, humblement dire de l'avoir vécu ouais, peut-être à 10% de ce qu'un athlète de haut niveau peut le faire. Et peut-être qu'un athlète de haut niveau, alors je ne l'ai pas vécu et pour le moment dans mes clients c'est pas trop ce qui ressort, euh, mais on va voir après que ça peut quand même s'activer, c'est que là je l'ai vécu sur, je pense que l'action dure 10, 15 secondes grand max. Enfin, je le vis comme ça, 10-15 secondes. Et peut-être que les sportifs de très haut niveau arrivent à le vivre plus longtemps. Un joueur de tennis, il ne le vit peut-être pas pour un seul point. Il le vit sur plusieurs points, plusieurs jeux. Et Jordan, il le vivait pas sur un point ou une action, mais peut-être sur plus. Donc voilà, ça peut le faire. Donc pour y arriver, c'est la transition parfaite. Les clés, donc il y en a 5. En me renseignant, en allant à droite à gauche, il y a 5 clés. Donc la première, c'est d'avoir un objectif clair. C'est tout bête, hein, c'est quelque chose de très 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 précis. On l'a vu dans les objectifs, il faut qu'ils soient spécifiques et mesurables. Donc l'avoir un objectif précis permet d'avoir un cap très précis. Par exemple, je veux m'entraîner, je veux progresser, je veux gagner, je veux être le meilleur. Ok, c'est cool, mais encore. Mais encore. Par contre, aller dans le ultra précis, si on va dans l'athlétisme, je veux améliorer mon temps sur 100 mètres de 3 centièmes, j'en sais rien. Voilà, ça c'est précis. Je veux du saut à la perche, je veux améliorer mon saut de 3 cm, c'est ultra précis, etc., etc. C'est sur quoi je veux progresser, donc de la précision. Et pour des sports qui demandent plus de choses, par exemple foot, rugby, et ben c'est pas juste je marquais X but, c'est ok, je veux marquer X but, très bien, mais comment je fais pour arriver à ça? Je dois améliorer peut-être ma vitesse, donc ça rejoint un peu l'athlétisme. Je dois améliorer mes contrôles contrôle de balle.
pied droit, pied gauche, contrôle inter, exter, qu'importe, poitrine, cuisse, on s'en fout. C'est ça la précision. Il faut aller dans l'ultra, ultra, ultra précis qui va contribuer, au succès et à l'atteinte de cet objectif. Donc, clé numéro 1, avoir un objectif clair et ultra précis. Ça, c'est hyper, hyper important. J'ai vu une athlète que vous pouvez retrouver l'interview, Jade Le Guy, dans le podcast, le dit, avant chaque entraînement, elle se met un objectif. Elle a ce que les entraîneurs lui demandent de faire, les ateliers, l'exercice, la progression, enfin l'entraînement collectif. Mais elle, avant chaque entraînement, elle note, tiens, j'ai pas été bonne là-dessus au match dernier, et ben ça, je vais le travailler. Les centres, les tacles, qu'importe. Mais je vais le travailler en plus. Donc c'est ça. D'accord ? Donc c'est d'aller à l'entraînement en sachant sur quoi vous allez travailler. Un truc très, très, très précis. Ok ? Ça, c'est la clé numéro 1. La clé numéro 2, c'est avoir un bon niveau de challenge. C'est d'arriver à ne pas avoir un objectif, un challenge, qui soit trop élevé ou pas assez élevé. Si c'est trop facile, vous allez vous ennuyer. Si c'est quelque chose dont vous avez l'habitude de faire, c'est acquis, vous allez vous ennuyer, mais vous allez aussi ne pas y aller avec autant d'envie et d'énergie. Par contre, le contraire, quand c'est trop difficile, là on va stresser, on va paniquer. C'est trouver un juste milieu entre les deux dans le challenge. Le challenge de l'entraînement sur l'objectif, mais aussi le challenge de la compétition. Okay ? Je reprends le cas du tennis. Aujourd'hui, je me mets au tennis et si je veux jouer contre quelqu'un qui a 10 ans d'expérience et qui peut être classé, en fait, j'ai aucune chance. Le flow, je ne vais jamais l'atteindre. Si je joue, même si j'ai très peu, dès que j'ai joué 2 ans dans ma vie, et si je joue contre mon fils de 8 ans, pareil, je vais trop facile. Je vais m'ennuyer et l'état de flow, je ne vais pas l'avoir. Ok, donc le bon niveau, c'est ça, c'est de trouver le bon. Quand on est en sport individuel, c'est le bon adversaire. Je vais y arriver. Ou c'est d'arriver à surpasser, même si l'équipe en face est un peu supérieure. Je prends le rugby parce que là il y a les phases finales en ce moment dans tous les championnats. Et c'est un moment de se dire je joue contre un tel. Okay, si je suis en phase finale, quart de finale, demi-finale, c'est que j'ai ma place. Donc il va peut-être avoir ce stress. Concrètement, si je ne me trompe pas, là on va jouer les phases finales du top 14. C'est Bayonne contre Toulouse. Oui, c'est ça. Normalement, je pense que si on regarde les cotes, etc., Toulouse, ça va être du 80-90% de chance de victoire. Bayonne, donc c'est 10 à 20%. Là, c'est moi, Thiboni, qui extrapole tout ça. Ils peuvent quand même l'atteindre parce qu'ils sont en demi-finale. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont en demi-finale parce qu'ils ont les qualités pour y arriver. Ils n'ont rien volé à qui que ce soit pour arriver en demi-finale. Donc, ils peuvent se dire, c'est ce que Kobe Bryant aimait, c'est qu'il aimait les matchs entre guillemets difficiles parce que il y avait de la pression et c'est là où il rehaussait son niveau, son exigence et son niveau pendant le match. Et là, il pouvait atteindre un pic de performance. Et Bayonne, ça peut être ça aussi. On joue contre Toulouse, et on n'a rien à perdre et tout va bien se passer. C'est un peu ça aussi qui va permettre l'état de flow, c'est tout va bien se passer, on n'a rien à perdre, on n'est pas là par hasard, on n'a rien volé à personne, on a travaillé, on est là au bon endroit, au bon moment, il y a juste à y aller. C'est ça le côté bon niveau de challenge, c'est de se dire que c'est pas trop facile et c'est pas trop difficile, c'est un juste milieu. Donc voilà, c'est un peu ça le bon niveau de challenge. La clé numéro 3, c'est d'avoir ils appellent ça, je trouvais ce terme-là sur Internet, on va essayer de le traduire différemment, mais au moins on va utiliser le vocabulaire et pour que tout le monde puisse l'entendre aussi, c'est d'avoir un environnement sans parasites. Okay ? C'est-à-dire d'être dans sa bulle, d'être focus. Les athlètes de haut niveau, quand ils se préparent, je crois qu'ils sont dans les vestiaires, ils ont leur routine, ils ne sont pas en train de gambader à droite à gauche, TikTok, Insta, etc. À un moment donné, ils se mettent dans leur bulle. Soit ils ont un casque, soit ils mettent de la musique dans les vestiaires, mais ils ont leur propre rituel quand ils se préparent, à savoir comment est-ce qu'ils s'habillent, dans quel ordre ils sont massés, ils sont strappés, etc., etc. Chaque athlète est dans sa bulle. Il n'y a pas de distraction, il n'y a que de la concentration. L'athlète est déjà en train de se projeter sur le match, un peu en termes de visualisation, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc.
Ce sont les routines que chaque athlète va avoir qui sont strictes et ultra, ultra précises. Certains vont s'isoler, d'autres vont rigoler, très bien. Certains vont mettre de la musique, d'autres peut-être lire un livre, très bien. Certains vont respirer, d'autres vont faire de la visualisation, etc., etc. Chacun a son propre rituel et il est très, très, très important de travailler son rituel pour de travailler son propre rituel pour avoir son, comment dire, pour qu'il soit, c'est de la perfection, on peaufine au fur et à mesure pour se dire mon rituel me permet de rentrer sur le court, le terrain, qu'importe, pour être prêt à 100%. C'est ça le rituel. Et dans être prêt à ce 100%, il y a la concentration, la détermination, les intentions, les attitudes, il y a tout ça qui va avec. Ça ne veut pas dire que les joueurs ne sont pas stressés, mais ils savent, ils sont prêts, ils ont une certaine confiance. Et le rituel n'est pas obligé d'être dans les vestiaires, il peut commencer longtemps avant, la veille. Qu'est-ce que je mets dans mon sac? Je prépare mes barres de céréales, etc., etc. Et ça continue le matin, à quelle heure je me réveille, etc., etc. Ça, on en a un peu parlé dans d'autres podcasts, mais ça revient là-dessus. Un environnement sans parasites, un environnement, je dis pas un environnement où je contrôle tout, mais presque. Ou du moins un environnement où je me focalise sur le contrôlable, sur le maîtrisable et uniquement là-dessus. Donc, ma propre routine, comment je m'habille, qu'est-ce que j'écoute comme musique, qu'est-ce que je lis, etc., etc. Ça, c'est très, très, très important. Okay, donc, créer son environnement où s'il y a besoin de s'isoler, eh ben, on s'isole. C'est son moment à soi qui dure 5, 10, 15, 20 minutes, même 1 heure s'il faut, 2 heures, 3 heures, on s'en fout. Je crée ma propre bulle. Okay, donc ça, c'est la clé numéro 3. La clé numéro 4, c'est une routine. Donc une routine de déclenchement qui va déclencher l'action. C'est, comment dire, on va prendre l'exemple qui me vient encore à l'esprit, c'est Rafael Nadal, on dit toujours qu'il est toqué, etc. Mais tous ces rituels, quand il est au service, à savoir le nombre de fois il prend le t-shirt sur l'épaule gauche, l'épaule droite, il remet ses cheveux à droite, il remet ses cheveux à gauche, etc., etc. C'est pas des tocs, c'est une routine. Il a aussi une routine quand il est assis sur sa chaise à boire, etc. Une fois qu'il a fini de boire, manger, il met les bouteilles dans la même direction, le même ordre. Il y a une bouteille qui est dans l'axe d'une ligne. Quand il va se replacer, si vous regardez bien, il ne marche pas sur les lignes. Quand il se replace, il ne marche pas sur les lignes non plus. Pendant le jeu, il marche dessus. Mais pendant les phases, entre guillemets, de transition, il ne marche pas sur les lignes. Quand il va s'asseoir sur sa chaise, il laisse toujours son adversaire passer devant lui, devant le filet, devant lui, avant. Et quand il doit se lever, il attend que son adversaire passe avant. C'est une routine de déclenchement. C'est la différence de routine de préparation qu'on a vu avant pour créer un environnement sans parasites. Et lui, c'est une routine de déclenchement. Ok, je fais ça, je suis prêt. C'est ultra, ultra précis sur chaque point, sur chaque item, sur chaque mouvement. C'est la même chose tout le temps. C'est pas des tocs, c'est pas une manie, c'est une mise en condition. Certains vont faire de la respiration, certains vont faire de la visualisation. Ça peut être un geste, ça peut être un mot, un discours. Pour vous donner un exemple un tout petit peu différent, les All Blacks, au rugby en Nouvelle-Zélande, ils ont travaillé avec Gilbert Enoka, donc le préparateur mental. Ils avaient travaillé sur une routine pour basculer. Donc c'est pas une routine de déclenchement, presque. C'est pas une routine de dire j'y vais. C'est une routine de j'ai fait une erreur et comment je l'oublie, comment je passe à autre chose. Et ils passaient sur 4 étapes. Première étape, c'était respiration. 1, 2, 3, respiration. 1, 2, 3 fois, comme on veut. Première étape, respiration. Deuxième, mouvement. Il y en a qui se tapent les cuisses, d'autres la jouent, d'autres remettent leurs chaussettes. Mouvement pour remettre dans le corps ici et maintenant. Respiration, 1. Numéro 2, mouvement. Troisième, dialogue positif. Qu'est-ce que je me dis de bien, que j'ai besoin d'entendre. Et quatrième, c'est next job, next task. C'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quelle est l'action qui va arriver tout de suite? Pas dans 3 points, dans 10 minutes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, au tennis, si je dois servir, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me remets dans ma routine de service. Si je suis toujours au tennis, mais je reçois, très bien, je me place à tel endroit et je me prépare. Je visualise le coup, je respire, je suis prêt. C'est ça le next task. Donc c'est à peu près la même chose de routine de déclenchement, routine de bascule ou routine de déclenchement, mais c'est une routine qui me dit je suis prêt, on peut y aller, on peut démarrer le point.
démarrer le point ou l'action. Alors que la toute première, la clé numéro 3, c'est un environnement sans parasites, c'est créer une routine de préparation générale. Là, une routine de déclenchement pour le point numéro 4, c'est une routine pour le point ou pour le jeu. Il y a un temps mort, je fais ça. Ok ? Et on arrive au cinquième, et je vais les récapituler juste après, rassurez-vous. La clé numéro 5, c'est un entraînement répété. Donc là, il n'y a pas de secret, c'est la discipline. C'est répéter toujours la même chose. On répète, on répète, on répète, on répète. Pour prendre un autre sport, même c'est la même chose dans tous les sports, hein, un judoka, il ne pense pas à la prise qu'il va le faire, il la ressent, parce qu'il a répété le geste 40 000 fois. Un joueur de rugby qui fait des passes à droite ou à gauche, c'est facile parce qu'il sait toujours la même chose depuis qu'il a 6 ans, depuis qu'il est gamin, depuis qu'il fait du rugby pour la première fois, il fait des passes à droite, à gauche, donc on ressent la passe. Un golfeur aussi, c'est toujours le même swing, c'est le même geste, bim, 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 bim. Et le swing, avant même que la balle atterrisse ou prenne une trajectoire, une fois que le golfeur tape la balle et fait le backswing, donc il y a je prends mon élan, je monte en arrière, je tape la balle et je remonte en arrière, je le vulgarise, et bien à ce moment-là, au toucher de la balle, le golfeur sait s'il a fait un bon tir. C'est le ressenti. C'est même pas le résultat. Il sait pertinemment où ça va. C'est le ressenti. Ben, c'est la même chose. L'entraînement, on s'entraîne, on répète, on répète, on répète. C'est comment dire, je trouve plus le terme. C'est d'habituer, voilà, d'habituer notre corps au mouvement. Ça permet que le cerveau se débranche et il oublie le mouvement. Il oublie de se dire je dois faire ci, je dois faire ça. Il est plus dans la sensation. Il laisse sentir le mouvement. J'ai fait du golf pendant pas mal d'années et j'avais arrêté et repris. J'ai fait ça avec l'oncle de mon épouse et que j'ai adoré parce il était ultra pédagogue. Avant, il me donnait une checklist. Il faut que tu penses à ça, ça, ça et ça. En fait, j'avais une checklist de peut-être 10-15 points sur un swing. Et donc, avant chaque coup, je faisais ma checklist. Bam, 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 bam. Et à un moment, il dit, oublie ta checklist. Tape la balle. Tu mets la balle et tu tapes. Et en fait, il disait après la sensation que tu dois avoir. Et donc, maintenant, j'étais plus sur ma checklist. Bim, 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 bim. J'étais sur la sensation. Donc, j'étais plus sur le avant, qu'est-ce que je dois faire avant? C'est je frappe et je pense à la sensation du corps. Qu'est-ce que le corps doit ressentir? C'était l'espèce d'élastique ou de chaîne de fouet que je mettais à la balle. Beaucoup plus concret. Beaucoup, beaucoup plus concret. Donc c'est ça le côté je répète, je répète, je répète, je répète, je répète, pour pouvoir ressentir le corps, pour que le corps s'imprime physiquement dans les sensations du geste, du mouvement. Et c'est là où, au tout début, je vous disais que le corps, des fois, le corps pas prend le relais, mais le cerveau se débranche, voilà, se débranche. Et puis, je suis plus en mode survie, mais c'est le cerveau débranche. Tiens, c'est une comparaison qui me vient à l'instant et que je trouve pas mal, l'improvisation. C'est que le corps se débranche, il ne prend plus le dessus parce qu'il a confiance dans le corps. Quand le cerveau réfléchit trop, c'est qu'il n'a pas confiance. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Attention, fais attention à ci, attention à ça. Est-ce que tu es sûr de ci, est-ce que tu es sûr de ça? On débranche le flow, ça peut être débrancher le cerveau ou que le cerveau se débranche ou dise au corps, c'est bon, j'ai confiance. Tu l'as déjà fait à l'entraînement des milliers de fois, tu sais ce que tu dois faire, vas-y. C'est peut-être ça le flow, si on essaie de donner des synonymes ou une comparaison. Le cerveau se débranche et donne le relais ou laisse le relais, délègue au corps, disant le corps, tu sais faire, tu l'as déjà fait. Pourquoi? Parce que, ça permet de résumer, première clé, tu as un objectif très clair à l'entraînement, tu l'as travaillé, c'était très clair, tu vois que tu as progressé. Deuxièmement, le challenge que tu as face à toi, il est ni trop simple, ni trop difficile, il est juste à ton niveau, cool. Troisièmement, tu t'es préparé, tu as eu ta routine dans les vestiaires ou la veille, parfait. Et 4, tu viens de faire ta routine de déclenchement de l'action, c'est parfait. Et en fait, ton corps a l'habitude, la clé numéro 5, parce qu'il s'est répété à l'entraînement. Donc ça peut être ça, pour traduire. Donc le flow, c'est pas une... je dis pas que c'est une arme secrète, c'est quelque chose qu'il faut entraîner. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir, à mon sens, activer à tout moment. Ça va se faire par la répétition et la confiance que le cerveau a dans votre corps et dans votre entraînement, pas de la semaine ni du mois, mais des années, des années, des années. Ça a mis du temps. Okay, c'est plus qu'une... le ressenti, enfin, ce qui ressort dans les discussions, dans les interviews du flow, c'est plus qu'une performance,
Certains parlent d'une expérience. Alors ça fait très mystique, mais c'est quelque chose qu'on ressent et qui est encore une fois très difficilement descriptible. Mais comment dire, c'est une expérience qui est accessible. Il faut s'entraîner, faut le faire, mais la grande chance de ce flow, c'est pas réservé à ceux qui ont du talent. C'est pas un talent d'avoir un flow, pas du tout. C'est des conditions mentales, des conditions d'entraînement, des conditions de préparation. C'est tout ce qu'on met en place pour y arriver. Ensuite, il arrivera quand il arrivera. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, cher cerveau, mets-moi dans l'état de flow. C'est pas comme un jeu vidéo où j'appuie sur un bouton pour débloquer un super pouvoir. Non, c'est le flow qui va se dire, c'est le cerveau, pardon, qui va se dire, ok, là tu peux y arriver parce que c'est clair, c'est précis, tu t'as entraîné, t'es bien, et le cerveau délègue au corps en disant, j'ai confiance, tu peux y arriver. Donc c'est créer sa propre bulle, c'est créer ses routines, c'est créer ses objectifs, et tout ça vont permettre d'accéder au flow. Sans ça, c'est pas possible, ou du moins très 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 compliqué. Donc mettez-vous dans les conditions avec avoir un objectif clair aux entraînements, etc. pour pouvoir progresser, voire en match. Deuxièmement, avoir un bon niveau de challenge, c'est-à-dire contre qui vous jouez, c'est pas insurmontable, c'est pas trop facile et c'est pas trop difficile. Troisièmement, vous avez créé un environnement pré-match dans les vestiaires, même la veille, où tout est carré, tout est conditionné, c'est votre routine. Quand je dis carré, c'est pas forcément, c'est carré pour vous. Ensuite, le quatrième, une routine de déclenchement. Pendant le temps mort, là, il y a une action, on va faire ça, et bam, ça permet d'y arriver. Et ensuite, c'est possible parce que le cerveau délègue au corps, parce que vous l'avez répété à l'entraînement. C'est pas une improvisation, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose dont vous êtes capable de faire et que vous maîtrisez. Voilà pour moi, pour ce nouvel épisode sur le flow. Alors j'espère que ça vous aide, que ça donne des clés pour le réaliser. Encore une fois, ça demande de la patience. Ça demande beaucoup de patience et de travail. Mais n'hésitez surtout pas. Si vous l'avez vécu, moi je suis très 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 curieux d'avoir vos retours. J'ai 40 000 questions qui me viennent à l'esprit. C'est comment vous l'avez vécu, dans quelles conditions, etc. Et avec du recul, qu'est-ce que vous avez mis en place pour y arriver? Est-ce qu'il y avait une routine? Quelle était-elle, etc. etc. Ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours. Encore une fois, un grand merci de votre fidélité, de l'écouter, de le partager, d'en parler. Un merci infiniment. N'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires. Même si vous avez des questions, à me contacter, je prends toujours le temps d'y répondre. En tout cas, un énorme merci à vous toutes et à vous tous. Passez une très très belle journée, éclatez-vous bien dans le sport et puis à très 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 bientôt. Ciao ciao.